On va enchaîner par la troisième présentation, toujours dans le cadre des avancées thérapeutiques dans la prise en charge du cancer bronchique, mais cette fois-ci du point de vue du radiothérapeute. J'invite professeur Safini, professeur assistante en radiothérapie au CHU Souss-Massa, pour nous présenter son sujet. Merci, membre du comité des modérateurs. Je tiens tout d'abord à remercier professeur Serhan et toute son équipe pour la qualité de cet événement. Et moi, en tant que radiothérapeute, je vais vous parler un peu des avancées, surtout des nouveautés. Effectivement, il y a beaucoup de nouveautés en matière de cancer bronchique et surtout en oncoradiothérapie. Alors, je reviens. Donc, le cancer bronchique, c'est la première cause de mortalité avec deux entités distinctes. La majorité des cas, c'est des cancers bronchiques non à petites cellules. Il faut souligner que la radiothérapie joue un rôle primordial dans la prise en charge du cancer bronchique, qu'il soit au stade localisé ou au stade métastatique. Ce traitement, c'est un traitement qui doit être individualisé, adapté à l'état général du patient, aux comorbidités type histologique, et aussi actuellement il y a l'intégration même de la biologie moléculaire dans la prise en charge en radiothérapie et aussi à l'expertise de l'institution aussi bien oncologique, chirurgicale et oncoradiothérapeute. L'objectif de ma présentation, c'est surtout de mettre le point sur les nouveautés en oncoradiothérapie en 2024. Donc nous allons exclure de cette communication les CPC parce que c'est une entité à part entière. Alors, avant de parler des nouveautés, nous devons voir un peu d'historique. Alors, la prise en charge du cancer du poumon, ça a commencé avec la chirurgie. Premier cas opéré qui a guéri, c'était en 1933 avec le grand chirurgien américain Graham. Et puis est venue la radiothérapie en 1955. C'était la première série qui a été publiée et qui a évalué et validé l'efficacité de la radiothérapie dans la prise en charge du cancer bronchique. Comme vous voyez, c'était une radiothérapie obsolète, c'était une radiothérapie entre parenthèses primitive, avec des doses qui étaient faibles, et le bilan d'extension, c'était une simple radiothorax. Mais depuis les années 50, la radiothérapie reste la pierre angulaire des approches thérapeutiques modernes, quel que soit le type histologique et quel que soit le stade de la maladie. Elle est utilisée, comme j'ai déjà dit, au stade à but curatif et aussi à but palliatif. Et durant ces dernières années, il y a d'importants développements en technologie et en technique d'irradiation qui ont permis une adaptation continue et efficace dans le cadre de la médecine de précision. Alors, vous voyez l'évolution de la radiothérapie depuis les années 70. C'était une simple radiothérapie bidimensionnelle. On a passé à la radiothérapie tridimensionnelle, puis avec une radiothérapie avec modulation d'intensité. Comme vous savez, IMRT, RCMI, c'est la même chose, qui permet de mieux se conformer au volume qu'on veut traiter avec une meilleure épargne des organes à risque. Et à partir des années 2000, il y a l'avènement de la radiothérapie stéréotaxique. J'en vais en parler, SBRT. SBRT, c'est en anglais, c'est la radiothérapie stéréotaxique extracérébrale. Pardon. Alors, ceci, grâce à quoi? Grâce au développement de nouvelles machines de très haute technicité. Il y a de nouveaux appareils, des accélérateurs linéaires qui permettent de faire tous les différents types de traitements, aussi bien l'IMRT de la radiothérapie stéréotaxique. Il y a le gamma knife qui était initialement utilisé pour le traitement des métastases cérébrales, mais il y a actuellement de nouvelles machines qui sont dédiées même à la radiothérapie pulmonaire, et le fameux robot, le CyberNARC, qui permet un traitement très sophistiqué. On n'en a pas au Maroc actuellement, mais c'est très répandu à l'étranger. Ici, la technique RCMI-IMRT, c'est une technique qui nous permet de quoi? Par rapport à la 3D, de mieux se conformer à notre volume qu'on veut traiter avec une meilleure protection des organes à risque, donc une moindre toxicité. Et c'est quoi la radiothérapie stéréotaxique? C'est une radiothérapie de très haute précision qui permet de délivrer des doses très élevées en hypofractionnement, c'est-à-dire on a un nombre de fractions qui est limité. C'est une technique qui a la particularité d'être non invasive. Comme vous voyez,
il est de trop haute précision, nous sommes devant une petite lésion, et là, on arrive à circonscrire, j'arrive pas à bien pointer, alors on arrive à bien circonscrire notre tumeur tout en préservant tous les organes de voisinage. Et la problématique et le challenge de tout oncoradiothérapeute, c'est quoi? Au niveau du poumon, c'est une cible qui bouge. Donc, on risque de rater notre tumeur, d'où l'intérêt de ces techniques qu'on appelle, nous, asservissement respiratoire. Il y a des techniques qui sont utilisées... Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, des techniques qui nous permettent d'irradier en respiration libre, mais là, on a un volume qui est plus important, c'est la première coupe. Là, ce qu'on appelle le gated, c'est le gating. C'est que la machine, elle peut, grâce à une technique sophistiquée, de déclencher la radiothérapie en une phase soit inspiratoire, soit expiratoire, qu'on détermine nous, ou le tracking, c'est le ciblé, c'est surtout le cybernac qui peut faire ces techniques, il suit en temps réel la tumeur en cours d'irradiation. Ça, c'est la technique en libre, respiration libre, qui est la plus utilisée, qu'on appelle nous la 4D. Qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer le site de la tumeur sur différentes phases respiratoires. Et là, on déligne, on va contourer un volume, c'est l'ITV. Donc, on ne risque pas de rater. C'est toutes les positions où la tumeur risque d'être au moment de la radiothérapie. Alors, en plus de toutes ces techniques et de toutes ces machines, nouvelles machines, il faut savoir que le parcours de radiothérapie, c'est un parcours qui est, comme vous voyez, lent. Elle commence par une consultation avec le malade, puis il y a cette phase de scanner dosimétrique. Donc la radiothérapie, elle a aussi profité de l'évolution des scanners, de la qualité des scanners. Il y a la délinéation, c'est-à-dire quand le radiothérapeute il va délimiter son volume, déligner son volume. On a profité aussi de l'évolution de la médecine nucléaire. Et actuellement, on ne conçoit plus de contourer un poumon avec une meilleure précision si on n'a pas de PET scan. Et aussi, il y a tous des logiciels, des algorithmes de calcul qui nous ont permis de délivrer un traitement de très haute précision, ce qu'on appelle l'IGRT. C'est une imagerie qui nous permet de reproduire à chaque séance de radiothérapie la position qui a été faite initialement. Donc, toujours dans l'optique d'avoir un traitement précis. Et puis, on termine par une consultation toujours de suivi des malades pour évaluer notre efficacité, le résultat de notre traitement et aussi détecter les complications qu'il faudra gérer par la suite. Alors, pour les indications de la radiothérapie, les résultats qui ont été publiés dans l'année 2024, on va les détailler en fonction des stades. Nous allons aborder les stades précoces tout d'abord, les stades localement avancés et puis les stades métastatiques. Il faut savoir que dans les cancers précoces, la radiothérapie, surtout la SBRT, elle prend une place de plus en plus importante. Ceci, comme on a vu, grâce aux différentes techniques, nouvelles techniques et surtout à l'avènement de la SBRT. Ici, on voit l'expérience néerlandaise. Comme vous voyez, au début des années 80, avant les années 2000, il y avait plus de malades qui étaient éligibles à une simple surveillance. Par contre, entre les années 2006 et 2007, il y a de plus en plus de malades qui vont bénéficier de la SBRT. Et l'introduction de la SBRT, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a permis de diminuer de 12% le nombre de patients non traités, avec un bénéfice de 20% en survie globale. Donc, la SBRT, c'est une opportunité curative pour des patients âgés ou inéligibles à un traitement chirurgical. Je vous présente également cette étude qui vient d'être publiée et qui a recueilli les databases américaines publiées récemment. Donc vous voyez, il y a une nette augmentation de l'indication de la SBRT versus une diminution des indications de la chirurgie et aussi un taux qui diminue chez les patients qui ont une simple surveillance. Pourquoi? En se basant sur les études et les essais avant les années 2010, la radiothérapie, elle a permis un contrôle local qui peut arriver jusqu'à 98% à 3 ans, avec une amélioration de la survie globale jusqu'à 70%, toujours à 3 ans, sans augmenter de toxicité. On a des toxicités supérieures ou égales de grade 2, ne dépassaient pas les 4% dans la majorité des études qui ont été publiées.
Et aussi en contrepartie, la SBRT elle a permis d'améliorer la qualité de vie de patients. Dans cette étude, qui a inclus 9 études, il n'y a pas de changement significatif de la qualité de vie chez ces patients, avec une stabilité, voire même une amélioration de l'état émotionnel et amélioration aussi de la dyspnée chez ces patients. Mais cette SBRT, elle a des limites. C'est quoi? On a plus de rechutes régionales. Pourquoi? Parce que c'est des patients qui n'ont pas bénéficié d'un curage médiastinal. On a plus de métastases à distance, parce que le plus souvent, c'était des patients fragiles qui n'étaient pas opérés, qui ne pouvaient pas bénéficier d'un traitement systémique. C'est quoi la solution? C'est de proposer ce nouveau concept qui est l'association SBRT-immunothérapie. Pourquoi? Parce que l'immunothérapie, tout d'abord, c'est quoi? L'immunothérapie, c'est un traitement qui vise à réveiller le système immunitaire. Parce qu'à l'état normal, qu'est-ce qu'il fait la cellule tumorale? Il bloque, il met un frein. Vous voyez, il y a un frein sur le système immunitaire. Quand vous ajoutez des inhibiteurs, des points de contrôle immunitaire, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une libération de ce frein, donc vous allez réveiller ce système immunitaire. Et on le sait actuellement aussi à la base de données biologiques que la radiothérapie à haute dose, elle a un effet sur l'immunité. C'est un effet immunostimulant parce que d'un côté, la mort cellulaire, elle va libérer des antigènes qui vont stimuler la réaction immunitaire. D'un autre côté, il y a libération des Damage Associated Molecular Patterns, les DAMPs, qui vont également activer les cellules T, et il y a aussi la libération de cytokines qui ont un rôle pro-inflammatoire dans la réponse immunitaire. Il y a aussi cet effet abscopal. C'est quoi l'effet abscopal? Quand on irradie un site, il y aura la réponse au niveau d'un autre site qu'on n'a pas irradié. Et c'est expliqué par quoi? C'est expliqué que la radiothérapie a un effet immunogène. Et qu'est-ce qui va se passer si on va associer les deux sur le plan biologique? Sur le plan biologique, comme vous voyez, la radiothérapie va augmenter le taux des antigènes libérés dans le sang. Il y a même une surexpression des récepteurs de l'immunothérapie, notamment les PD-L1. Il y a aussi une surexpression du complexe, les CMH, sur les cellules, et ça va augmenter biologiquement la réponse à l'immunothérapie. Alors, sur le plan clinique, qu'est-ce que disent les essais thérapeutiques? Pardon, j'ai un problème avec le... Donc, sur le plan clinique, il y a une phase 2. C'est un essai qui a randomisé 2 bras. Un bras qui va recevoir de la radiothérapie stéréotaxique avant l'immunothérapie, et puis ces patients vont être opérés. Mais il faut faire attention à la dose reçue par ces malades. C'est une dose qui n'est pas ablative. C'est une dose qui vise à réveiller le système immunitaire. Donc, quand on l'associe à l'immunothérapie, chez ces patients, comme vous voyez, on a un taux qui est élevé de réponse pathologique majeure. Donc, cette stratégie néoadjuvante d'associer l'immuno à la SBRT au néoadjuvant devra être validée dans un essai phase 3. Et il y a actuellement un autre essai qui a été réalisé et publié en 2023. C'est un essai qui a... Ici, c'est une radiothérapie à but ablatif. Ça veut dire qu'on a augmenté la dose, on est arrivé jusqu'à 54 fractions. Ils ont analysé 156 patients et après un suivi de 4 ans, il y a une amélioration significative de la survie sans effet, sans événement, qui est de 77% avec un P très significatif, avec une réduction de taux de rechute locale, régionale et aussi de métastases à distance, sans augmentation de la toxicité. On a vraiment pas de grade 4 et aucun décès. Donc, en 2024, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout patient qui a un cancer bronchique au stade précoce doit bénéficier d'une bonne évaluation respiratoire, cardiaque, et ceci bien sûr dans le cadre d'une RCP qui doit réunir tous les intervenants dans le traitement du cancer bronchique. Et là, on sera devant 3 situations. Chez les patients opérables, c'est la chirurgie. Chez les patients inopérables, c'est la SBRT. Chez les patients limites, entre les deux, c'est là où il faut discuter et vraiment voir le bénéfice-risque. Alors, passons maintenant au stade localement avancé. Il faut savoir que
c'est un groupe qui est hétérogène, mais on va surtout, nous, s'attaquer aux tumeurs non résécables. Alors, le standard depuis les années 90, après cet essai, c'est l'association radiochimiothérapie. Comme on a vu, la radiothérapie seule, il permet un bon résultat, mais il y a eu une amélioration significative de la survie chez ces patients. Il y a plusieurs méta-analyses qui ont été publiées, et la plus grande méta-analyse, a confirmé qu'il y a l'association, l'ajout de la... Parce qu'on cherche un moyen pour améliorer les résultats de cette radiothérapie. On a ajouté de la chimio, ça nous a permis d'augmenter, de réduire le risque de décès de 13% et à améliorer la survie de 4% à 2 ans. Et quelle modalité? Parce qu'il y a la chimiothérapie d'induction, il y a la chimiothérapie concomitante, il y a la chimiothérapie de consolidation. Le protocole standard, c'est l'association radio-chimiothérapie concomitante. Pardon. Alors, grâce à cette radiochimiothérapie, nous avons pu améliorer la survie globale. Mais malheureusement, ces patients de stade 3, ils dépassent rarement les 35%. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer chez ces patients? Est-ce qu'on augmente la dose de radiothérapie? Est-ce qu'on associe un autre traitement systémique pour potentialiser et améliorer nos résultats? Est-ce qu'on cherche une autre technique, d'autres énergies? On va voir ça petit à petit. On a essayé, dans cet essai, d'augmenter la dose par une technique de RCMI DMRT. L'effet était délétère. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de toxicité. Mais je tiens à vous souligner qu'actuellement, il y a des essais qui sont en train d'évaluer l'intérêt de la radiothérapie stéréotaxique, même dans les stades localement avancés. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une radiothérapie conformationnelle sur le médiastin et on complète par une radiothérapie stéréotaxique sur la tumeur pour augmenter la dose. Parce qu'on sait que si on augmente la dose, on sera efficace, mais on est toujours limité par la toxicité. Et la SBRT, elle permet de réduire ces toxicités. Donc, l'escalade de dose, elle est délétère par ce que j'ai dit, par une technique d'IMRT. L'IMRT, elle a permis de réduire la toxicité, mais elle n'a pas vraiment amélioré la survie globale. Alors, on a pensé à ajouter de l'immuno en consolidation. On fait notre standard qui est la RCC et on ajoute de l'immuno après. Ce protocole, il a été validé par l'essai Pacifique qui a démontré qu'il y a un bénéfice en PFS en 2018, avec actualisation de données en 2022, avec une amélioration de la survie globale qui est passée de 35% à presque 43%. Donc, le standard maintenant, c'est de faire la radiochimio plus le durvalumab en consolidation. Mais, oui. Passons maintenant pour les autres types moléculaires. C'est pourquoi j'ai parlé maintenant, même pour la radiothérapie, on doit s'adapter au profil moléculaire. C'est une nouvelle publication, on vient d'avoir les résultats il y a quelques mois. Actuellement, on peut consolider, même chez les patients qui ont une mutation EGFR, par l'osimertinib. Ça a été validé par l'étude LAURA, c'est une étude phase 3. Donc, l'ajout de l'osimertinib en consolidation après la RCC, elle a permis de réduire l'apparition de nouvelles lésions. Et je mets le point sur les métastases cérébrales. D'accord? Et il y a récemment l'article qui vient d'être publié. Pardon, j'ai un problème avec... Voilà, l'article qui vient d'être récemment publié, comme vous voyez, il y a un vrai bénéfice à ajouter l'osimertinib en consolidation chez les patients EGFR mutés. Qu'est-ce que disent les études en ce qui concerne l'ajout de l'immunothérapie en concomitant? En consolidation, c'est validé. En concomitant, il y a plusieurs essais, phase 2, avec des résultats discordants. Mais actuellement, je vous mets ici les standards en 2024. Le standard of care, c'est quoi? C'est la radiochimiothérapie suivie de l'immunothérapie. Le durvalumab, c'est le protocole Pacifique en consolidation. Et actuellement, ajouter l'osimertinib chez les patients EGFR mutés. Il y a d'autres options thérapeutiques qui sont en cours d'évaluation. C'est de faire une association chimio-immuno en induction, immuno entre avant et après la radiothérapie. Donc, on attend ces résultats pour vraiment les introduire dans nos standards. Passons maintenant au stade métastatique. Alors, la radiothérapie au stade métastatique, son but, c'était surtout palliatif. Et elle visait à améliorer la qualité de vie. Elle avait un but surtout décompressif, antalgique, hémostatique. Mais est-ce que la radiothérapie peut avoir un but curatif au stade métastatique? Oui.
grâce à l'avènement de ce nouveau concept qui est l'oligométastase. C'est quoi l'oligométastase? C'est quand on a un nombre limité de métastases. En général, il y a des discordances, mais en général, moins de 5. Et dans l'oligométastase, il y a plusieurs situations. Il y a l'oligométastatique de nouveau. Lors du bilan primaire initial, il y a des métastases, mais qui restent moins de 5. Il y a l'oligorécurrence, il y a une rechute, mais sous forme oligométastatique. Il y a l'oligoprogression, c'est un patient qui était multimétastatique, mais seulement quelques cibles qui ont progressé. Et il y a l'oligopersistance, c'est qu'il y avait une pathologie multimétastatique, la majorité des lésions ont répondu, mais il y a certaines lésions qui ont persisté, qui n'ont pas répondu au traitement systémique. Alors, en ce qui concerne la maladie oligométastatique, c'est très important. On ne peut pas définir un malade oligométastatique s'il n'a pas fait de TEP scan. D'accord? Il faut bien définir, est-ce que la maladie elle est synchrone ou métachrone. Actuellement, effectivement, il n'y a pas de consensus en ce qui concerne le nombre de lésions, mais en général, nous, on parle de 5 lésions. Il faut toujours avoir ça en tête. Même un patient multimétastatique, il peut devenir oligométastatique et l'objectif du traitement par radiothérapie stéréotaxique, c'est d'améliorer le contrôle local. Et on va voir est-ce que ça va impacter la survie chez ces malades. Il y a plusieurs essais avant l'année 2024, des essais tous de phase 2, qui ont vraiment validé qu'il y a un bénéfice à ajouter la radiostéréotaxie, soit en upfront, soit en consolidation, soit en concomitant. C'est chez des patients qui ont une addiction, qui n'ont pas d'addiction oncogénique. Et sur la base de ces études, il y a un guideline des 2 sociétés américaines et européennes d'oncoradiothérapie qui proposent la radiothérapie, soit, comme j'ai dit, en upfront ou en consolidation, bien sûr après validation de tout dossier en RCP. Mais quoi de neuf en 2024 pour les oligométastatiques? Il y a publication de résultats de 2 essais de phase 2, un phase 3, et pour la front thoracique chez les EGF mutés et un autre pour la radiothérapie de consolidation qui est de phase 3. Alors, pour l'oligoprogression, il y a cet essai qui a analysé 61 patients chez qui c'est des patients EGFR mutés. Alors, ils ont fait une radiothérapie stéréotaxique de consolidation. Et comme vous voyez, il y a une amélioration de la survie sans progression, qui est le critère principal, avec un P qui est significatif. Vous voyez 29, presque 30 versus 19 mois. Pour l'oligoprogression, on vient d'avoir les résultats de cette étude. C'est une étude qui a randomisé tous les patients qui avaient soit un cancer bronchique et aussi un cancer du sein. Et la surprise, c'est que l'ajout de la SBRT chez les patients qui ont un cancer du sein ne rapporte aucun bénéfice. Par contre, chez les patients qui ont un cancer bronchique, comme vous voyez, la PFS médiane elle est améliorée 4 fois plus, avec 10 mois versus seulement 2,2 mois. D'où l'intérêt, mais ça reste une phase 2 à confirmer par d'autres essais. Par contre, cette phase 3, elle a évalué l'intérêt de la radiothérapie de consolidation. Il n'y avait pas d'addiction oncogénique chez ces patients et c'est un essai qui était négatif. Il n'y avait pas aucun bénéfice ni en PFS ni en survie globale. C'est le NRG LU002. Alors, une autre étude qu'on vient de voir il y a un mois et vient d'être publiée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la radiothérapie stéréotaxique en association avec le GFR chez des patients, bien sûr, au GFR mutés. Et comme vous voyez, il y a une amélioration de la PFS, 17 versus 10,6 mois, une amélioration de la survie globale avec un P significatif, avec une légère augmentation des effets secondaires, mais qui n'étaient pas de grade 4 ni de grade 5. Donc, quelle est la place de la radiothérapie en 2024 dans les cancers bronchiques non à petites cellules oligométastatiques? Pour les patients qui ont une addiction oncogénique, on a actuellement une étude phase 3 qui est positive, donc à discuter actuellement dans nos RCP. Pour les patients qui n'ont pas d'addiction oncogénique, on n'a pas d'évidence pour utiliser la SBRT sur la base des résultats de dernier essai qui est négatif, mais à discuter au cas par cas. Alors, pour les indications de la radiothérapie, je me suis basée, on a actuellement un référentiel marocain qui vient d'être publié et sur la base duquel on aura les remboursements.
Et on remercie tous les gens, les médecins et les professeurs qui ont participé à l'élaboration de ces référentiels. Alors, qu'est-ce qui dit notre référentiel marocain? Pour les stades précoces, c'est la radiothérapie SBRT, elle est réservée aux cancers bronchiques inopérables ou pour les patients qui refusent la chirurgie. Il y a un point qu'il faut souligner. En cas d'impossibilité de biopsie, c'est une situation à laquelle on est le plus souvent confronté. Est-ce qu'on peut irradier sans biopsie? Oui, devant ces critères, quand on a une lésion qui est suspecte sur le scanner et qui est évolutive dans les 3 mois suivants ou hypermétabolique sur le PET scan. Mais la résection, la chirurgie reste le standard. La radiothérapie actuellement préopératoire, elle n'a pas une grande place, sauf pour les stades, les tumeurs de l'APEX. La radiothérapie post-opératoire, après les résultats du Langart qui étaient négatifs, elle garde quelques petites indications qu'il faut discuter toujours en RCP. Pour les tumeurs localement avancées, c'est la radiochimiothérapie, puis durvalumab en consolidation. On n'a pas encore intégré les anti-GFR dans notre référentiel parce qu'on vient d'avoir les résultats de l'essai. Et pour l'oligométastatique, le traitement de base, c'est le traitement systémique et ou associé à un traitement local, notamment la SBRT, qui peut être soit immédiate, soit séquentielle. Donc, c'est toujours, comme on a dit, une décision à prendre en RCP pour les maladies disséminées. Il y a toujours une place de la radiothérapie dans la prise en charge des métastases cérébrales, des métastases osseuses et autres. Quelles sont les perspectives d'avenir en radiothérapie? Donc, il y a d'autres énergies qu'on est en train actuellement de développer. Il y a beaucoup de centres de protonthérapie, parce que ce qu'on vient de dire, c'est des rayons X. Là, c'est la protonthérapie. Comme vous voyez, dans la dernière, la protonthérapie, on a une meilleure protection des tissus sains. Il y a la radiothérapie adaptative. On va s'adapter en cours du traitement, on va réduire nos volumes en fonction de l'évolution de la tumeur. Il y a aussi la SBRT chez les tumeurs opérables. Il y a un essai phase 3 qui est en cours, qui doit comparer la chirurgie versus SBRT chez les patients opérables. Il y a beaucoup d'essais en phase 3 associant SBRT et immunothérapie. On attend les résultats. Et il y a aussi, ce qui est important, des biomarqueurs qui vont nous dire quels sont les patients qui peuvent bénéficier ou non de la radiothérapie. En conclusion, c'est vrai, on a traité tout ce qui est thérapeutique, mais il faut souligner que ça a un coût économique, social. C'est des traitements qui sont lourds, l'immunothérapie il est cher, pas tous les patients peuvent en bénéficier au Maroc. Donc la stratégie thérapeutique, elle doit toujours être prise dans le cadre d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Il faut toujours souligner et insister sur l'intérêt de la prévention, du dépistage et du diagnostic précoce. Et là, Pardon, j'ai un problème. Je vous présente l'équipe de radiothérapie du centre d'oncologie. Je vous annonce qu'on vient d'acquérir une nouvelle machine. On vient de commencer, ça fait 15 jours. On a actuellement 4 malades. C'est la première semaine on va traiter. Alors, je vous présente une petite vidéo vous montrant notre machine. Il n'y a pas le son? Normalement, c'est animé, il y a le son, mais je ne sais pas. Le son? Donc, c'est une machine Infinity qui va nous permettre de réaliser de la radiothérapie tridimensionnelle, de la RCMI ou l'IMRT et aussi de la radiothérapie stéréotaxique. Elle est dotée aussi d'un logiciel qui va nous permettre de faire les scanners 4D, c'est-à-dire on peut suivre le mouvement de notre cible au cours du traitement en attendant que le CHU nous achète la 4D, le scanner 4D. Alors, je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Safini, pour cette présentation assez riche et précise. Alors, on n'a pas encore de temps, on peut avoir juste une seule question dans la salle. S'il y a des questions, juste une seule. Merci professeur Safini donc, pour votre présentation pertinente et richement documentée. Donc, comme vous l'avez bien précisé à de multiples reprises, donc pour l'instant, le standard pour les malades
qui sont opérables avec des petites tumeurs, ça reste la chirurgie, sauf pour les malades qui refusent. Moi, j'ai eu affaire à quelques patients qu'on m'a dit qu'ils ont refusé la chirurgie. Mais est-ce que ces patients ont été informés par le radiothérapeute ou qui les a vus? C'est, encore une fois, pour défendre la place de la RCP et pour informer les patients correctement des résultats de chacune des techniques. Parce qu'en fait, la chirurgie, il permet de contrôler les marges, chose qu'on ne peut pas faire en radiothérapie. D'ailleurs, les critères de réussite d'une chirurgie pour une petite tumeur, il faut que la marge dépasse la taille de la tumeur. À chaque fois qu'on fait une résection infralobaire, nous contrôlons systématiquement les ganglions, même si le PET est négatif. Et ça permet en fait de donner de la chance à ces patients-là, qui ont une petite tumeur, une PET négative, et des ganglions qui sont tumoraux. Donc on élargit la chirurgie. Ça permet de prendre ces patients, parce que vous savez, c'est un pourcentage qui reste minime. À chaque fois, on leur donne des chances. Voilà, donc, et ça permet de faire le curage. Ça a été démontré, c'est l'une des standards en connaissance médicale actuelle. Le curage ganglionnaire chirurgical améliore la survie globale. Donc ce sont là les informations qu'il faut donner aux patients avant qu'ils choisissent d'être opérés ou non. Oui, effectivement, il faut savoir que dans les centres qui sont experts, qui font beaucoup de cancers du poumon, notamment en chirurgie, en radiothérapie, le patient, même si on a la décision de RCP, ils doivent être vus à la fois par le chirurgien qui explique sa technique, qui explique les résultats attendus et également les complications. Et il est vu par l'oncoradiothérapeute qui explique également les complications de son traitement et les risques. Effectivement, c'est au malade de choisir en fin de compte. On doit bien sûr bilanter notre patient et en fin de compte, il faut intégrer le patient dans la décision thérapeutique. Quant aux résultats de la radiothérapie stéréotaxique, on l'a bien expliqué, c'est ça sa faiblesse. C'est qu'on a plus de rechutes loco-régionales, surtout médiastinales et à distance. Mais on attend les résultats des phases 3 de l'ajout de l'immunothérapie. Parce que, comme j'ai bien expliqué, la radiothérapie de haute dose, il stimule l'immunité. Et l'association, est-ce que ça ne va pas potentialiser et donc réduire ce taux de rechute loco-régionale et métastatique à distance? Ça d'une part. D'autre part, il y a actuellement, il faut dire que la radiothérapie, elle a tellement évolué qu'on arrive à cibler notre tumeur. Il y a des techniques, il y a des machines, le cyberknife, vraiment, il arrive à suivre la tumeur en temps réel. On attend les essais aussi qui permettent notamment la protonthérapie. Il y a beaucoup d'essais. Ce que j'ai trouvé moins intéressant lors de la recherche bibliographique que j'ai fait, c'est que les biomarqueurs. Actuellement, il faut vraiment s'orienter vers un traitement de précision. On ne va pas dire au patient, toi tu es candidat à de la radio parce que tu es inopérable. Mais peut-être qu'il ne va pas répondre parce qu'il a un profil qui est radiorésistant, quelle que soit la dose que je vais lui donner. Mais un patient qui est sensible, parce qu'il y a des biomarqueurs qui sont en cours d'être évalués. Un patient qui est sensible aux rayons, je vous assure qu'il vaut mieux l'irradier. Parce qu'il y a une étude sur la qualité de vie américaine, une autre, elle est un peu plus ancienne que celle que je vais présenter, qui a démontré chez des patients qui ont été opérés pour un premier cancer et ils ont développé un deuxième cancer et ils ont reçu une radiothérapie, ils ont analysé chez ces patients, ils ont préféré la radiothérapie. Ce n'est pas pour défendre. Il faut vraiment choisir le bon malade pour la chirurgie et le bon malade pour la radiothérapie. Et le bon malade pour associer les deux. C'est le défi en cancérologie. C'est un traitement de précision basé sur des biomarqueurs. Je vous remercie. Si vous avez une autre question. Alors, juste en fait, pour passer mon message de façon claire. Ah, bien oui, sûr. On peut irradier une tumeur, mais on ne peut pas irradier toutes les zones ganglionnaires ou tous les ganglions qui dépendent de cette tumeur. Alors qu'on sait que le drainage lymphatique du poumon, ce n'est pas le sein, l'anatomie est différente, Ouais. Et on sait de façon pertinente et depuis des décennies que le curage change de façon drastique la survie globale. Oui, oui, j'ai compris. C'est pourquoi c'est le rationnel d'ajouter l'immunothérapie et de jouer. Nous, en radiothérapie, on joue toujours cet effet abscopal. On n'est pas tous d'accord sur cet effet, mais on essaie de chercher l'effet bénéfique de cet effet. Mais on reste tout à fait d'accord que c'est actuellement pour les patients opérables, en dehors de résultats d'essai phase 3, c'est la chirurgie.
pense qu'on peut passer à la dernière. Merci beaucoup, madame.